La lutte contre le changement climatique suscite parfois de nouvelles injustices sociales. Prenons l'exemple de la zone de basse émission à Bruxelles. On sait que l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air à Bruxelles. Mais en contrepartie, les ménages qui ne savent pas faire sans voiture doivent acheter un nouveau véhicule moins polluant et donc plus cher. La transition climatique est-elle compatible avec la justice sociale? Une question vaste, on va tenter d'y répondre. On va essayer de faire une émission qui n'est pas trop théorique. On en parle juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une notion un petit peu théorique ce soir, la transition juste. Alors prenons l'exemple donc de la zone de basse émission bruxelloise. Objectif, améliorer la qualité de l'air, mais il y a aussi un revers de la médaille, c'est que les Bruxellois qui doivent s'acheter une voiture électrique, c'est aussi plus cher, plus compliqué. Or, François Lès, c'est une bonne illustration, ça, des questions de transition juste. Alors ça, c'est un exemple typique car ça montre un des enjeux de la transition juste qui sont ces impacts inégaux des politiques environnementales. Donc, car en effet, quand des politiques environnementales sont mal pensées, elles peuvent impacter de façon disproportionnée certains groupes. Et là, la LES, c'est un cas concret où on a vu que certains groupes étaient impactés négativement parce que ces groupes n'avaient pas accès à des alternatives durables, ce qui générait des effets distributifs. C'est ce qu'on peut voir aussi par exemple dans la voiture de société. On peut se dire qu'avec l'avenir, les voitures sont de plus en plus souvent électriques. Il y a aussi des questions par rapport aux bornes, par rapport aux panneaux solaires, des gens qui les utilisent. C'est aussi un concept de coût, d'avantage de la transition climatique qui est inégal. Ça, c'est difficile à dire en fait. Ça dépend vraiment de chaque politique et de comment elle est pensée en fait. Car si on intègre les questions de justice sociale à la base, on peut développer des politiques qui sont socialement justes et qui assurent un partage des coûts et des bénéfices. Je voyais que dans vos recherches, vous sépariez les questions de transition juste selon trois dimensions, la répartition, la participation et la reconnaissance. Expliquez-moi un petit peu ces trois concepts autour de la transition juste. Alors ça, c'est les théories de la justice sur lesquelles se fondent mes travaux. Donc on a la justice distributive, c'est finalement comment les biens et les maux sont distribués dans la société. Vous avez un exemple? Alors là, typiquement, il y a différents enjeux qui sont couverts par les questions de justice distributive. On pense notamment à la question de la distribution de la qualité environnementale. Et par exemple, si on voit à Bruxelles, la répartition des espaces verts dans la ville. Donc ça, c'est un exemple. Ou encore, on pense à l'inverse, à la distribution des nuisances et des risques environnementaux. Et là, à nouveau, à Bruxelles, on a des cartes qui montrent que les zones centrales de la ville sont exposées à de multiples risques environnementaux, que ce soit les vagues de chaleur, les risques d'inondation, la pollution de l'air, et zones centrales qui sont habitées par les habitants les plus pauvres. Donc ça, c'est la question des effets distributifs, qui intègre aussi les questions des impacts des politiques, qui peuvent impacter différemment certains groupes. Donc ça, c'est le premier type. Ensuite, les questions de justice procédurale, c'est lié, comme son nom l'indique, aux procédures, avec cette idée que tout le monde ne participe pas de la même façon dans les processus politiques sur les questions environnementales. Donc on a déjà des inégalités d'accès à l'information, aussi des inégalités de participation dans les processus décisionnels. Quand on pense aux panels citoyens, parfois certains groupes ne sont pas représentés dans ces panels, et c'est également toutes ces inégalités dans la capacité à contester des nuisances environnementales, que ce soit dans la rue, mais également via les tribunaux. Donc là, c'est un autre type d'inégalité lié au processus. Et la troisième, c'est la reconnaissance. Donc ça part de l'idée que dans la société, il y a des différences et qu'il est nécessaire de reconnaître et de valoriser ces différences. Donc la justice de reconnaissance, c'est vraiment l'idée de reconnaître, valoriser une pluralité de besoins, de perspectives et surtout d'accorder une attention particulière aux plus vulnérables. On voit aujourd'hui en 2025 que les thématiques écologiques font un petit peu moins partie de l'agenda politique. Est-ce que c'est d'autant plus difficile d'intégrer à ce niveau-là les questions de justice sociale ? Mais disons que si on n'intègre pas les questions écologiques, c'est compliqué d'y intégrer les questions de justice sociale, d'autant que les politiques environnementales et écologiques sont des politiques qui contribuent à la justice sociale, car on le sait, l'inaction climatique contribue à des injustices, vu que finalement ce sont certains groupes, notamment ceux qui contribuent le moins au problème environnemental, qui sont les plus affectés par l'inaction climatique.
Quels sont les exemples? On a déjà parlé des îlots de chaleur, notamment à Bruxelles. Quels sont les autres exemples des questions écologiques? On a parlé de la lèse aussi, des questions écologiques qui suscitent des questions d'injustice sociale. Alors un exemple bien connu, c'est bien sûr celui des Gilets jaunes, donc, dont beaucoup se souviennent. Donc, ces manifestations suite à la mise en place d'une taxe carbone en France. Donc taxe carbone, c'est la mise en place d'un prix sur le carburant. Et donc cette taxe, elle a été contestée par ce mouvement des Gilets jaunes qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce ne sont pas les ménages les plus pauvres. En fait, il y a beaucoup de travaux qui ont montré que les Gilets jaunes, c'était surtout des ménages de la classe moyenne inférieure, plutôt périurbains ou alors vivaient même en milieux ruraux, certains, et qui étaient fortement dépendants à la voiture. Et qui, beaucoup d'entre eux également, effectuaient des métiers qui étaient très mobiles, type aide-soignant ou encore des métiers de routier. Et donc, ce qui est intéressant avec le cas des Gilets jaunes, c'est que ça montre que c'est vraiment cette dépendance à l'économie fossile, et ici, en l'occurrence, c'est la dépendance à la voiture à combustion qui a créé un impact disproportionné sur ces groupes. Et groupes qui ont contesté la politique, donc qui montrent tout l'intérêt de développer des politiques qui soient justes, autrement elles seront contestées et elles seront abandonnées. Aujourd'hui, on voit que les inégalités se creusent, c'est un fait. La transition écologique est-elle vouée aussi à être de plus en plus injuste dans la société actuelle telle qu'elle se développe? Mais la transition, elle sera juste ou elle ne sera pas. Les Gilets jaunes, c'est l'exemple le plus emblématique. Des politiques de transition qui sont injustes, elles sont contestées et elles ne peuvent pas survivre. En fait, le fait d'intégrer les questions de justice, c'est une condition pour que les politiques soient acceptées et que par conséquent, elles soient efficaces. Or, vous avez travaillé sur différents scénarios pour l'avenir. Expliquez-nous un petit peu quels sont-ils? C'est très théorique, mais expliquez-nous. C'est un projet où on a développé différents scénarios pour Bruxelles. Donc c'est 4 scénarios. Donc tous les 4 s'inscrivent dans un contexte de réchauffement global de 3,2 degrés. Donc c'est la tendance aujourd'hui sans renforcement des politiques. Mais ce qui distingue ces scénarios, c'est les réponses qui sont apportées à la double crise sociale et écologique. Donc on a un scénario qui se base sur une réponse néolibérale techno-optimiste. Un autre deux qui se fondent sur des approches de la post-croissance. L'un qui est l'économie du bien-être, donc qui est une économie qui est fondée sur le bien-être des humains dans les limites planétaires et qui se fonde sur des réformes institutionnelles. Un autre scénario qui se fonde sur la décroissance, donc c'est plutôt cette idée qu'on a des transformations qui se font par les marches, par les mouvements citoyens. Et on a un 4e scénario qui est plus pessimiste, qui est un scénario à tendance autoritariste. Et donc, dans ces scénarios, on a essayé de comprendre comment les inégalités sociales et écologiques pourraient évoluer dans chacun d'eux. Merci, Aurore Francelet. Je le rappelle, vous êtes chercheuse à l'ULB notamment. Alors, comment décider quels sont les leviers politiques? On en parle tout de suite. Et on continue cette émission avec Gilles Van den Burg. Vous êtes ancien député fédéral écolo, vous l'avez été pendant 9 ans. Vous avez siégé au sein de la majorité, c'était la Vivaldi à l'époque. Quand on élabore des politiques écologiques en tant que législateur, comment prendre en compte cette question de transition juste et de justice sociale? Mais c'est fondamental, et nous comme écologistes, c'est notre ADN, parce que comme l'a très bien dit la professeure Francelet, c'est que chaque mesure écologique doit être analysée au prisme de la justice sociale. On ne pourrait pas imaginer des mesures qui quelque part défavorisent toute une partie de la population. La difficulté, quand on est effectivement aux responsabilités politiques, c'est que souvent on voit les mesures écologiques, et je dirais même que ce soit d'autres partis ou que ce soit même parfois nous-mêmes écologistes, comme un silo, les mesures environnementales d'un côté et les mesures, je dirais, sociales et de protection sociale de l'autre. C'est évidemment une erreur. Et c'est parfois, on a tendance à le faire quand on discute, notamment, la Vivaldi, vous vous souviendrez, on était 7 partis politiques autour de la table. Et donc, c'est clair que quand on doit faire un compromis, on va dire, les mesures écologistes, ok, c'est écolo-groen qui vont les défendre. Les mesures sociales, ce sont les socialistes. Les mesures pour encourager l'activité, les libéraux. C'est très cliché ce que je dis, mais dans la réalité en fait politique, on le voit souvent. Alors que tout ça en fait doit s'entremêler. Vous avez des exemples concrets justement de ça? Mais par exemple, vous savez aujourd'hui, et c'est malheureusement encore le cas, il y a 13 milliards d'euros par an, donc c'est un chiffre énorme, de subsides de l'État fédéral, donc uniquement au niveau fédéral, pour subsidier les énergies fossiles. Les exemples, c'est par exemple le diesel pour les camions, il y a des réductions fiscales qui font que c'est subsidié. La voiture de société, pour les voitures de société qui sont encore aujourd'hui à l'essence et au diesel, eh bien c'est un subside. Mais il y en a énormément comme ça. Et donc nous, on s'est toujours battu pour diminuer ce nombre d'avantages fiscaux pour les énergies fossiles. Mais par contre, il y a une partie de ce montant-là, de ces 13 milliards d'euros, eh bien, qui sert par exemple à soutenir le tarif social pour l'énergie.
Et donc ça, c'est important de le maintenir. Donc même moi, en tant qu'écologiste, je trouve fondamental que nous aidions les ménages qui sont avec le moins de moyens à pouvoir se chauffer, y compris au mazout, y compris au gaz. Et donc c'est là où l'équilibre doit être fait. C'est ça une piste de solution, c'est par exemple une espèce de taxe carbone pour après ramener des moyens pour les gens qui sont plus faibles? Alors c'est une piste de solution, mais comme ça a très bien été dit à nouveau par la professeure François Lé, c'est que alors, pour nous, une taxe carbone peut voir le jour, mais le bénéfice de la taxe doit être intégralement reversé aux citoyens et aux citoyennes. Ça ne peut pas être une mesure pour dire on va équilibrer le budget de l'État, parce que si les citoyens, on leur demande de faire des efforts, de changer leur voiture, de prendre un abonnement de tram pour se déplacer, il faut qu'ils aient aussi un retour par rapport à ces mesures. Et donc si je prends l'exemple de la voiture de société, par exemple, qui a un coût sociétal au niveau du budget de l'État de environ 2 milliards d'euros par an, nous sommes, comme écologistes, d'accord de dire que ce subside quelque part aux voitures et en partie à l'énergie fossile, puisque maintenant une partie de la flotte est électrique, mais il faut l'arrêter à terme. Mais ce qui est fondamental, c'est que cet argent soit redistribué aux travailleurs, évidemment. Et donc c'est là où parfois on voit bien qu'il y a une tension, et c'est clair, entre les politiques environnementales et les politiques de redistribution. En Belgique, il y a l'ASEAN institutionnel. À Bruxelles, les compétences sont partagées par rapport au fédéral. L'économie, elle n'est pas au même niveau. Ça a un grain de sable supplémentaire dans cette logistique-là? Oui, mais comme pour toute compétence alors, parce qu'on est au niveau belge et parce qu'effectivement parfois il y a des politiques qui sont parfois incohérentes par rapport à l'outil fiscal qui est fédéral et l'outil régional qui est, comme vous le dites, de développement économique, de développement de mobilité. Mais pour revenir par exemple à une politique très bruxelloise qui est la LES, donc la zone de basse émission, ce qui est clair c'est que à partir du moment qui était un objectif que moi je partage à 100% comme écologiste, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'air, améliorer l'air qu'on respire dans nos poumons. Je pense que c'est fondamental et il faut vraiment continuer ce travail. Mais par contre, et ce qui est vrai, ce qui a été dit aussi auparavant, c'est qu'on ne peut pas imaginer demander à toute une série de personnes de laisser leur voiture ou d'arrêter de prendre leur voiture parce qu'elle est trop vieille, sans leur offrir une alternative. Que ce soit un abonnement de tram couplé avec un abonnement de covoiturage ou de voiture partagée. Mais en tout cas, il faut une compensation. Parce que si on leur dit juste effectivement, écoutez, votre voiture c'est terminé, sans alternative, alors effectivement on se retrouve dans un phénomène comme les gilets jaunes. Le niveau européen, c'est aussi lui qui a son épingle à tirer du jeu à ce niveau-là? Bien sûr, puisque 70% en fait de ce qu'on vote aujourd'hui dans tous les pays européens vient du niveau européen, vient d'application de directives européennes, et donc c'est fondamental. Mais de nouveau, on voit bien. Sur quelle thématique, par exemple, il pourrait jouer justement sur cette transition? Par exemple, sur le fait que, mais c'est en train de bouger au niveau européen, mais que par exemple, il n'y ait plus de voitures et de véhicules fossiles dans les villes. À l'horizon 2030-2035 au niveau européen. C'est une directive européenne, mais qui aujourd'hui est en train d'être mise en cause par les conservateurs au niveau européen, puisqu'aujourd'hui ils ont la main au niveau européen pour revenir sur toute une série de mesures environnementales. Moi je le regrette, parce que de nouveau la crainte c'est de dire attention, il y a toute une série de la population qui ne pourra pas suivre. Et c'est là où il faut évidemment actionner le levier de justice sociale. De nouveau, une politique environnementale ne peut pas se faire sans une politique d'accompagnement des publics les plus, je dirais, les plus touchés en fait. Il y a les oreilles politiques pour tout ça à ces différents échelons, ou alors c'est compliqué comme en Belgique où on est en négociation permanente? Alors je pense qu'aujourd'hui malheureusement la tendance politique, elle n'est plus tellement vers la lutte contre le dérèglement climatique et les enjeux environnementaux de biodiversité, et je le regrette évidemment profondément, mais c'est une réalité. Hein. Les élections ont donné les résultats qu'elles ont donnés ces dernières années, et moi ma grande crainte c'est qu'en fait l'idéologie quelque part des plus conservateurs est. Parce que simplifier un peu, par exemple, le Green Deal pour des petites et moyennes entreprises, moi je peux le comprendre, qu'il y a des fois c'était un peu compliqué, mais du moment qu'on reste avec un objectif de diminution des émissions de CO2. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est revenir complètement sur tout. Et donc les conservateurs, quelque part, utilisent un prisme, à mon sens en tout cas idéologique, pour dire, en fait, ces objectifs climatiques, on va en sortir. Et c'est dommage, parce que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, tout le monde aujourd'hui a intérêt à ce qu'on atteigne nos objectifs climatiques, mais sans que ce soit la classe moyenne et sans que ce soit les entreprises qui doivent payer cela. On le sent, Gilles Van den Burg, vous n'êtes plus dans la politique active, mais vous êtes encore très actif en politique. Merci à vous de nous avoir, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique liée à la mobilité. Même heure, même tram. Belle soirée à vous.